Là, ça n'a rien à voir avec ma tête d'habitude, mais là, c'est vraiment la tête de la déception, genre. Notre demande de RP, elle a été refusée. Oh my god. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien. Et aujourd'hui, je vais vous raconter le parcours du combattant que j'ai dû traverser pour enfin devenir résidente permanente. Donc je suis trop contente. Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, j'ai immigré au Canada en 2022 et là maintenant on est en 2025 et je viens de recevoir ma confirmation de résidence permanente depuis le mois d'avril. Donc on est toujours dedans, toujours dans la célébration, et je sais que cette vidéo peut être super importante pour toutes les personnes qui veulent immigrer au Canada ou même pour toutes les personnes qui sont déjà là, parce que mon parcours d'immigration prouve à quel point depuis 2024 c'est vraiment pas facile de s'établir au Canada sur du long terme. Cette vidéo va quand même être un petit peu long parce que je vais vous mettre des clips en fait de tout le processus que j'ai dû traverser. Donc vous allez voir par exemple les moments où on allait faire les données biométriques, ainsi de suite. Donc c'est voilà, c'est un mélange de vlog et d'explications. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. La première chose à dire sur mon parcours d'immigration et sur l'obtention de cette résidence permanente, c'est que Dieu merci, je n'ai pas immigré au Québec. Donc moi, je suis descendue au Nouveau-Brunswick. Depuis que je suis au Canada, je suis au Nouveau-Brunswick. Et donc ce qui fait que en étant hors Québec, j'ai eu beaucoup plus de chance en termes d'immigration. J'ai eu beaucoup plus de programmes d'immigration qui m'étaient destinés afin de pouvoir accéder à la résidence permanente. Toutes les personnes qui sont au Québec, vraiment force à vous, c'est extrêmement compliqué chez vous, mais voilà, moi ça a été l'une de mes chances. Je n'ai pas immigré au Québec et grâce au Nouveau-Brunswick, donc ma province, j'ai pu facilement avoir plein d'opportunités d'immigration. Donc le fait de ne pas avoir immigré au Québec, ça m'a donné la possibilité d'être éligible à 3 programmes de résidence permanente différents. Donc il y avait le programme des travailleurs qualifiés. Donc moi, depuis que je suis en France, j'ai quand même travaillé dans des domaines d'activité qui sont qualifiés. Donc voilà, j'étais éligible à ça. J'étais éligible à un moment donné à l'expérience de travail au Canada, car j'ai fait plus d'1 an d'expérience qualifiée au Canada. Et le 3e programme d'immigration de résidence permanente dont j'étais éligible était les candidats du Nouveau-Brunswick, donc le sponsoring de la province du Nouveau-Brunswick par le volet du programme Atlantique. Donc voilà. Chaque province a des programmes différents lorsqu'il s'agit de résidence permanente et moi j'étais aussi éligible à ça. La première stratégie lorsque j'ai immigré au Canada, c'était effectivement d'éviter le Québec parce que je savais que le Québec était la province la plus difficile en termes d'immigration. Donc j'ai bien fait. Donc lorsque je suis arrivée au Nouveau-Brunswick, dès le départ je savais que je pouvais potentiellement commencer mes démarches de résidence permanente grâce à mon expérience de travail en France. Mais par contre, j'ai été extrêmement stratégique parce que je savais que la résidence permanente, en réalité, c'était quand même assez coûteux. Et puis, je voulais aussi avoir une expérience de travail au Canada pour que ça puisse me donner des points en plus dans ma demande de RP. Donc, quand je suis arrivée, j'ai commencé par un emploi qui n'était absolument pas qualifié parce que c'était extrêmement difficile de trouver un emploi dans un domaine d'activité qualifié sans l'expérience de travail au Canada. Mais j'ai eu énormément de chance parce que dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, au bout de 2 mois, j'ai évolué et j'ai eu cette chance d'accéder à un emploi qualifié au sein de la même entreprise. Donc j'avais pas besoin en réalité de me prendre la tête à changer d'emploi, à changer d'entreprise. Donc j'ai été vraiment super chanceuse par rapport à ça. Et moi je vous dis toujours qu'au Canada c'est possible d'évoluer. Si vous travaillez bien et que vous montrez au management que vous êtes une personne qui est ouverte sur l'évolution, il n'y a aucune raison que vous n'évoluez pas, peut-être même plus rapidement que moi en réalité. Donc j'ai eu de la chance. J'ai évolué au bout de 2 mois de travail dans ma première entreprise, ce qui m'a donné la possibilité d'être automatiquement éligible au programme des travailleurs qualifiés du Canada, donc l'expérience canadienne. Donc j'étais trop contente et c'était super bien. Donc après 1 an d'expérience de travail qualifié au Canada, j'étais officiellement éligible à ce programme-là. Et pourquoi est-ce que je voulais passer par l'entrée express
et l'expérience de travail qualifiée du Canada, parce qu'en réalité c'est beaucoup plus, on va dire, c'est pas plus facile à avoir, pas du tout, mais c'est beaucoup plus rapide à obtenir que les candidats des provinces. Donc pour l'entrée express du gouvernement du Canada, on est sur des délais de traitement de 6 mois. Et pour l'entrée express par le volet d'une province, donc les candidats des provinces, vous êtes sur du 1 an, voire 18 mois de délai. Et donc là, c'est la deuxième chose qui a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir la résidence permanente, parce que j'ai été super stratégique dès le début. Donc je ne voulais pas m'embarquer dans un processus d'immigration qui allait être très très long, parce que je savais qu'il y aurait 50% de chances d'avoir la résidence permanente du premier coup, et 50% de chances de ne pas l'avoir du premier coup. Donc j'ai préféré investir dans le programme qui me permettait d'avoir une réponse le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je suis extrêmement contente d'avoir été aussi stratégique avant même d'arriver au Canada, parce que, par exemple, si j'avais été dans les émotions et que j'avais immigré au Québec, bah, là, j'allais pas avoir eu ma résidence permanente. Et si j'avais été aussi un petit peu flemmarde et que j'avais directement appliqué pour le programme du Nouveau-Brunswick, bah, si littéralement j'avais eu un refus, ça allait coïncider à un refus après l'expiration de mon permis de travail de base. Donc j'aurais même pas eu le temps en réalité de faire une deuxième résidence permanente. J'allais être beaucoup plus stressée en gros. Donc bref, pour les démarches de résidence permanente, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Donc vous devez faire vos tests de langue. Donc nous on a privilégié les tests de français. Donc moi j'ai fait un test de français, mon compagnon a fait un test de français. Je pouvais faire le test d'anglais, mais je vous avouerai que financièrement parlant, je trouvais que c'était absurde de payer plus de 400 $ en plus pour un test d'anglais, et j'avais extrêmement confiance en mon niveau de français. Donc je me suis dit, je vais faire que le test de français, je sais que je vais avoir au moins un niveau C1, C2, et puis au pire si je me loupe, j'ai un niveau B2. Et au moment de commencer à me lancer dans mes démarches de résidence permanente, on était en 2023. Et en 2023, troisième stratégie aussi, faut savoir que le gouvernement avait commencé à implémenter les tirages au sort de la catégorie francophone. Donc je savais qu'en étant très stratégique et en ayant un très bon niveau de langue dans mon test de français, que j'allais avoir beaucoup plus de chances d'être tirée au sort. Donc ça c'était un petit peu ma troisième stratégie. Je me suis dit, j'ai beaucoup de chances d'être tirée dans la catégorie francophone, donc je vais économiser mon argent, je vais pas faire le test d'anglais même si j'aurais pu le faire. Je vais faire ma première demande de RP comme ça, et puis au pire, si je me rends compte que le système d'immigration change, pour la deuxième demande de RP, si je suis refusée, bah, je ferai mon test d'anglais aussi pour avoir des points en plus. Mais bon, bref. Donc en gros, depuis 2023, les francophones sont énormément facilités par le gouvernement, et c'est pour ça que je vous dis de prendre au sérieux vos tests de français. J'allais oublier aussi, mais toujours dans une certaine stratégie, dès que je suis arrivée au Canada, j'ai pas attendu longtemps et j'ai commencé à faire l'expertise de mes diplômes européens, et j'ai extrêmement bien fait. Et c'est pour ça que y a beaucoup de personnes qui peuvent penser que je suis une personne très négative, mais moi lorsque je vous donne des conseils, c'est vraiment pour que vous puissiez être facilité et ne pas passer par toutes les galères que moi j'ai dû endurer. Donc en fait, quand je suis arrivée au Canada, j'ai décidé de commencer à faire l'expertise de mes diplômes parce que je savais qu'ils étaient valides pendant 2 ans. Donc je me suis dit, si je commence à faire maintenant l'expertise de mes diplômes, je peux toujours me rattraper plus tard si jamais c'est très compliqué d'avoir une réponse de l'administration française ou autre. Et j'ai extrêmement bien fait parce que j'ai dû faire 2 expertises de diplôme parce que la première expertise elle a été refusée par ICAS, donc j'ai eu que des refus en fait dans cette demande d'immigration littéralement, mais en gros ma première demande d'immigration, enfin ma première expertise de diplôme a été refusée par ICAS parce qu'en fait j'ai un diplôme européen, donc j'ai voulu faire expertiser ma licence européenne. Et pour ceux qui connaissent pas un peu le système européen, en fait on a cette chance d'avoir des diplômes qui sont reconnus partout en Europe. Et donc en fait en réalité j'ai un diplôme suisse, mais mon établissement scolaire est basé en France, et pour cela l'immigration
l'immigration au Canada a refusé de m'expertiser mon diplôme parce qu'il part du principe que mon établissement doit être dans le pays qui m'a décerné le diplôme, donc la Suisse. Mais j'ai littéralement jamais mis les pieds en Suisse et c'est le principe du diplôme européen. Tu peux faire un diplôme allemand tout en étant en France, comme tu peux faire un diplôme français tout en vivant en Suisse, comme tu peux faire un diplôme, je dis n'importe quoi, luxembourgeois tout en vivant en Espagne. Et malheureusement pour l'immigration au Canada, c'est automatiquement refusé, donc j'ai très bien fait. Pourquoi est-ce que j'ai très bien fait d'avoir eu cette idée de faire le test de diplôme, enfin l'expertise des diplômes le plus rapidement possible? Parce que moi je suis française et je connais l'administration française et je connais les salariés français vu que j'étais en France et que j'ai passé toute ma vie en France et j'ai même la mentalité française, même si je refuse de le croire. J'ai quand même cette mentalité et je savais que pour l'expertise des diplômes, il fallait que ce soit l'académie en France qui envoie mon diplôme à ICAS, qui est l'organisme qui évalue les diplômes. Et je savais très bien que ça allait être extrêmement compliqué d'être en contact avec une académie en France, parce qu'en France, à chaque fois que tu demandes quelque chose à une administration, c'est soit t'as mal à la tête parce que ça se passe mal, soit t'as mal à la tête parce que ça se passe mal, ou soit t'as mal à la tête parce que ça se passe mal. Donc en gros, la résultante est toujours beaucoup de maux de tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai demandé à l'académie, j'ai demandé à des académies de m'aider à envoyer mes diplômes. Finalement, ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas le temps de le faire et que... Et en plus, littéralement, je dépensais mon argent parce que vu que moi j'ai un numéro de téléphone canadien, j'étais obligée de passer par une plateforme qui me donnait un numéro de téléphone français, donc c'était payant. Et je contactais à chaque fois toutes ces académies pour leur demander de m'aider. Et à chaque fois, c'était des 1 heure de temps d'attente au téléphone pour finalement tomber sur des salariés qui ne savaient jamais rien, qui ne pouvaient pas m'orienter et qui ne voulaient pas, ok, la lumière qui s'éteint, c'est parfait, et qui ne voulait pas non plus me donner le contact d'une personne qui pouvait m'aider. Finalement, bref, mon diplôme il a été refusé parce que c'est un diplôme européen suisse que j'ai, alors que mon établissement d'enseignement supérieur était littéralement en France, donc ils ont refusé. Et j'ai extrêmement bien fait parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette chance d'avoir assez de temps pour pouvoir faire une deuxième expertise de diplôme. Donc là je suis passée par l'organisme WES et j'ai fait expertiser uniquement mon BTS. Et le problème avec ça, c'est que lorsque tu ne fais pas expertiser par exemple ton master et que tu préfères faire expertiser ton BTS, ben t'as moins de points, parce qu'avec une licence ou un master j'aurais eu beaucoup plus de points. Et donc voilà, ça c'était un petit peu compliqué parce que j'étais un peu dans les doutes. J'ai refait les calculs pour savoir combien de points potentiellement j'aurais pu avoir et je savais qu'avec mon BTS j'aurais eu moins de points. Donc voilà, donc j'ai fait expertiser mon BTS. Donc là mon BTS il est 100% français, je l'ai passé à Paris et tout, donc il n'y avait pas de problème avec mon bac plus 2 en réalité. Et ce qui s'est passé, c'est que donc le gouvernement, les organismes d'évaluation de diplôme, ils ont un peu changé leur stratégie parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui n'arrivaient pas à avoir accès aux académies de leur pays d'origine pour envoyer les diplômes. Donc j'avais eu cette chance de pouvoir aller au consulat général de France qui se situe au Nouveau-Brunswick, donc à Moncton. Donc j'ai de la chance vu que je vivais à Moncton à l'époque. Et ce qui se passe, c'est que je suis allée là-bas et j'ai pu faire une copie conforme. Donc j'ai pris un rendez-vous, j'ai fait une copie conforme, d'ailleurs qui m'a coûté je crois 80 $. Donc jusqu'au bout tu te fais arnaquer, mais bon bref. Et cette copie conforme, elle m'a permise de pouvoir envoyer moi-même mon diplôme à WES qui a accepté de me donner mon expertise de diplôme de bac plus 2 alors que j'ai un niveau beaucoup plus élevé que ça. Voilà, et donc pourquoi j'ai eu énormément de chance, parce que si je n'avais pas si je n'avais pas commencé à faire mon expertise de diplôme littéralement dès que je suis arrivée au Canada en 2022, en fait ça aurait pu me faire perdre tellement de temps. Donc pareil, j'aurais peut-être même pas eu la possibilité d'avoir une
deuxième chance d'entrée express, donc de résidence permanente, parce que mon permis allait expirer aussi, parce que l'expertise des diplômes a pris énormément de temps entre voilà, les mois que j'ai passé à essayer de contacter les académies en France sans succès. Ensuite, les mois que j'ai passé aussi à attendre que ICAS me fasse l'expertise de la première de mon premier diplôme, et ensuite les mois que j'ai passé à faire le même processus avec WES et mon BTS. Maintenant que j'ai l'expertise de mes diplômes et que j'ai mes tests de langue, on arrive en octobre 2023, donc j'ai officiellement une année d'expérience de travail qualifiée au Canada et je peux enfin m'inscrire dans le bassin. Donc on s'est inscrit dans le bassin en octobre 2023. Par contre, avec mes tirages au sort, j'ai toujours eu beaucoup de chance, parce qu'à chaque fois que je m'inscris dans les bassins, je suis toujours tirée au sort quasiment un mois plus tard, donc j'ai de la chance. Donc en novembre 2023, il y a un tirage francophone qui est lancé. J'ai de la chance, je suis tirée au sort. Et le 4 décembre 2023, nous avons enfin la possibilité de déposer notre dossier. Donc là, il y a tous les documents qui sont prêts. En fait, on a tout fait correctement. Et donc, on décide de déposer notre dossier de résidence permanente pour devenir des résidents du Canada. Nous sommes en train de finaliser l'ARP. Et là, en détail du prix, 3130 $. Alors là, on vient de se faire plumer, donc félicitations, votre demande au profil a été soumise avec succès. Donc en gros, félicitations, nous venons de vous plumer 3130 $. J'ai oublié de vous dire, c'est que puisque je connais extrêmement bien le processus d'immigration au Canada, c'est que dès que j'ai reçu donc la confirmation comme quoi j'avais été tirée au sort, etc., j'ai anticipé et j'ai fait aussi la visite médicale. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent à la dernière minute lorsque le gouvernement leur demande la visite médicale. Mais par stratégie et parce que je ne voulais pas que ma demande dure plus de 6 mois, j'ai anticipé la visite médicale qui est totalement payante. D'ailleurs, il y a tout qui est payant au Canada. Et donc pour la visite médicale, on est parti à Fredericton, qui est dans une autre ville du Nouveau-Brunswick. En mars 2024, le gouvernement nous demande d'officiellement faire nos données biométriques. Donc là, par contre, vous êtes obligé d'attendre d'être prompté par le gouvernement pour pouvoir faire vos données biométriques, et c'est ce qu'on a fait. Donc moi, je vous dis toujours, n'immigrez pas au Québec, etc. C'est plus difficile d'avoir la résidence permanente et tout. Mais en réalité, lorsque tu commences tes démarches d'immigration, tu te rends compte qu'être dans une grande province comme le Québec ou comme l'Ontario, ça te facilite beaucoup tes démarches, parce que nous, à chaque fois qu'on a dû faire des démarches d'immigration, on a toujours dû voyager, et ça nous a rajouté des frais et des frais. Pour la visite médicale, on a dû aller à plus de 2 heures de Moncton, donc on est allé à Fredericton qui est dans le Nouveau-Brunswick, parce que le Nouveau-Brunswick, comme c'est une très petite province, il n'y a pas beaucoup de médecins d'immigration, il n'y a pas beaucoup de centres de données biométriques, il n'y a pas beaucoup de centres pour faire les tests de langue, etc. Donc ça fait que très vite, tu te retrouves à voyager soit dans d'autres villes, soit dans d'autres provinces, etc. Et c'est pour ça que nos données biométriques, on les a effectuées à Halifax, dans Nova Scotia, donc la Nouvelle-Écosse. Donc pareil, c'était un voyage qu'on a dû faire en mars 2024. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 22 mars 2024 et nous allons faire nos données biométriques. Là actuellement nous sommes à Halifax parce que pour pouvoir avoir une plus grande disponibilité de rendez-vous, c'est mieux de se déplacer quand tu vis au Nouveau-Brunswick. Donc voilà. C'est là qu'on fait les données biométriques, donc Service Canada. C'est trop beau, moi j'adore Halifax. Vas-y tout droit. Là, arrivé en mai 2024, c'est la chute, voilà, parce que notre demande d'immigration, donc notre première demande d'immigration, elle a été refusée par le gouvernement du Canada. Et c'était extrêmement difficile pour moi par rapport à plein de choses. Là ça n'a rien à voir avec ma tête d'habitude, mais là c'est vraiment la tête de la déception, genre. Notre demande de RP elle a été refusée. Oh my god, là je vais prendre mon temps pour tout vous expliquer.
Là, je dois travailler et tout, donc c'est peut-être pas le bon moment. Mais je vais prendre le temps pour tout vous expliquer, pourquoi ils ont refusé, qu'est-ce qu'on compte faire. Mais là, je peux vous garantir que c'est peut-être même une sélection naturelle, parce qu'on s'est dit, on va peut-être même rentrer en France et tout. Donc voilà. Là, je viens d'appeler l'agent d'IRCC et il m'a expliqué pourquoi est-ce que ma demande elle avait été refusée. Et en fait, c'est pareil, c'est les mêmes conneries. Genre vraiment, c'est vraiment les mêmes conneries. Donc en gros, ils expliquent que dans ma demande d'immigration, même si je suis basée sur la catégorie de l'expérience canadienne, ils expliquent que j'ai indiqué dans ma demande que j'avais de l'expérience de travail en dehors du Canada et que à partir du moment que j'ai indiqué que j'avais de l'expérience de travail en dehors du Canada, le système de points m'a donné plus de points parce que c'est une réalité, j'ai vraiment d'expérience de travail en dehors du Canada. Moi, je travaille depuis que j'ai 17 ans, mais bon, bref. Et donc, ça fait que finalement, l'agent, il s'est basé sur ça pour refuser ma demande parce que mes contrats de travail français, donc au format français, ne comportent pas tous les renseignements. Mais que, effectivement, tout ce qui est lié à mon employeur canadien, mon expérience de travail, ma catégorie de travail, il n'y a aucun problème avec ça. Mais je vais expliquer que je suis dans la catégorie de l'expérience canadienne. Je suis pas dans la catégorie de l'expérience canadienne. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont traité mon dossier comme si j'étais dans une autre catégorie. Et d'ailleurs, même l'agent que j'ai eu au téléphone, il m'a dit oui, franchement, vous pouvez totalement contester par le formulaire, mais ça prend 60 jours. Moi, j'ai pas 60 jours à perdre, bref. Mais je vais faire les deux. Donc finalement, c'est ce qui est convenu. Je vais contester parce qu'il estime que ce que je lui ai dit, c'est cohérent. Mais ça prend un maximum de 60 jours. Et en même temps, il m'a dit de refaire une demande le plus rapidement possible pour essayer d'être sélectionnée. Franchement, je sais même pas quoi dire, quoi penser. Je suis fatiguée. Je suis juste fatiguée, j'ai pas dormi. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser. Genre, en gros, ta demande, elle est refusée, c'est même pas de ta faute. Enfin, t'es dans une catégorie, il t'évalue comme si t'étais dans une autre catégorie. Si tu veux faire un recours, ça prend 60 mois. Donc, le mieux, c'est de refaire une demande. Tu vas devoir repayer. On a payé plus de 4000 $. Genre, wesh. La première chose, je trouve que leur refus est extrêmement injuste. Après, l'agent d'immigration, il fait son travail et tout, mais je pense qu'il a vraiment été injuste dans mon cas. Je maîtrise quand même assez bien l'immigration, j'ai énormément de contacts, je suis en relation aussi avec beaucoup de personnes qui sont dans des démarches d'immigration, je vois beaucoup de dossiers d'immigration quasiment toutes les semaines et je peux vous garantir que ma demande d'immigration, elle était quand même assez bien ficelée, mais en ayant effectué une deuxième demande d'immigration, je vous promets que je sais pourquoi ils ont refusé ma demande. Parce que j'avais pas eu la même mentalité lors de ma première demande d'immigration et ma deuxième demande d'immigration, je l'ai faite totalement différemment. J'avais encore plus de... Bref. Donc ma demande, elle a été refusée en mai 2024. J'ai décidé de faire Donc j'ai contacté IRCC, je suis tombée sur un agent d'immigration qui m'a expliqué, un conseiller IRCC qui m'a expliqué qu'effectivement lui aussi il trouvait que c'était un peu bizarre là, le refus que j'avais. Donc il m'a incité à faire une demande de contestation que j'ai effectuée. Je vais pas faire de suspense, au bout de 7 jours j'ai eu un courrier de l'agent d'immigration qui expliquait que non, j'avais bien eu un refus et que la seule chose que je devais faire c'était recommencer à zéro. Mais sauf que là le problème c'est que mon permis de travail expirait en août 2024. Donc là j'étais très stressée, j'étais vraiment très stressée et c'était une période qui était extrêmement difficile pour moi parce que j'avais énormément de pression parce que sans nouvelle demande de résidence permanente, sans tirage au sort, sans sélection par le gouvernement du Canada, j'aurais quasiment pas pu rester parce que en 2024 il y a eu énormément de restrictions qui ont secoué un peu l'immigration, donc ça allait être beaucoup plus difficile pour moi de rester et je ne voulais pas demander à mon entreprise de faire un permis de travail fermé parce que pour moi c'était
hors de question d'être liée à une entreprise. Même si ça se passait bien avec mon employeur. Mais bon, je voulais pas. De mai à juin 2024, nous avons pris énormément de temps pour réfléchir qu'est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on reste pas, etc. On avait une horloge qui se rapprochait à grands pas, donc on ne pouvait pas réfléchir pendant 10 ans. Donc finalement, comme on s'est dit, le test de langue, il est toujours valide, l'expertise de diplôme sont toujours valides, enfin tout est toujours valide, donc on va tout simplement se réinscrire dans le bassin, c'est ce qu'on a fait en juin 2024. Inscription dans le bassin, comme je vous l'ai expliqué, pour ma première demande et pour ma deuxième demande, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai quand même assez de points. Moi, lorsque je m'inscris dans le bassin résidence permanente, j'ai plus de 450 points à chaque fois, et donc ça fait que j'ai de la chance d'être assez rapidement tirée au sort. Juillet 2024, je suis officiellement tirée au sort pour une deuxième fois, moins d'1 mois avant l'expiration de mon permis de travail. Et pour moi, c'était incroyable. Et comme je lui dis toujours, faut être stratégique. Et je suis tellement contente de ne pas avoir fait la demande de résidence permanente en tant que candidate des provinces. Parce que lorsque vous êtes un candidat des provinces, vous avez généralement entre 1 mois et 2 mois avant de recevoir l'accusé de réception de votre demande de résidence permanente, qui vous permet de pouvoir donc l'utiliser pour faire un permis de travail transitoire, etc. Par contre, lorsque vous faites la demande d'entrée express directement avec le gouvernement du Canada, l'accusé de réception de votre demande de résidence permanente, vous la recevez 24 à 48 heures après avoir payé les frais de résidence permanente. Donc, littéralement, ça m'a sauvé moins d'1 mois avant d'avoir la fin de mon permis de travail. Et là, l'avantage, c'est que comme j'avais vraiment tous les documents disponibles et que je savais littéralement comment faire pour ne plus que ma demande soit refusée, en fait, on a eu de la chance. En août, ils nous ont demandé les données biométriques. Entre-temps, j'ai eu la chance d'avoir un permis de travail ouvert transitoire qui a pris énormément de temps. Non, qui a pris quand même énormément de temps, mais c'est pareil, lorsque vous faites une demande de permis de travail transitoire, quelques 24 à 48 heures plus tard, vous recevez une lettre officielle du gouvernement du Canada vous disant que pendant 6 mois, vous pouvez continuer à travailler en permis de travail ouvert. Donc j'étais tranquille, j'ai pas eu besoin de faire une demande de permis de travail fermé avec mon entreprise, j'ai pas eu besoin d'arrêter de travailler, donc je pouvais continuer à gagner de l'argent sans stresser avec les demandes d'immigration, etc. Et en plus de ça, par la suite, le gouvernement du Canada a accepté de me donner un permis de travail jusqu'à fin 2026, donc ça fait que même si par malchance ma demande de résidence permanente était encore refusée une deuxième fois, j'avais 2 ans de plus, donc le gouvernement a accepté que je puisse avoir 2 ans de plus sur le territoire canadien. Donc dans tous les cas, j'aurais pu avoir encore 2 ans pour continuer à travailler, 2 ans pour continuer à réfléchir à quel programme d'immigration je peux faire, 2 ans pour savoir si j'allais rester ou quitter le Canada tranquillement, sans stress. Donc voilà, on a eu beaucoup de chance. Mais bon, bref, là on arrive à la fin de la vidéo. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que on a eu en décembre 2024, donc ça a pris énormément de temps, cette deuxième demande d'immigration. On a eu une notification du gouvernement du Canada pour savoir beaucoup de choses, donc pourquoi est-ce que mon compagnon n'est plus au Canada, etc. Donc on a dû expliquer. Le 21 janvier 2024, je savais officiellement que j'allais être résidente permanente, même si à ce stade, normalement, j'étais censée toujours avoir peur. Mais le 21 janvier 2024, on a reçu le premier portail. On a le premier mail de la RP. Là, c'est incroyable, je suis littéralement par terre, votre go est par terre. Je suis trop choquée, genre tout ce qu'on a eu, ça n'a pas été facile. La première RP qui est refusée, la deuxième qui est comme ça, avec des délais de traitement de 5 mois finalement. Au bout de 6 mois et demi, on n'y est toujours pas. Enfin, on voit le bout du tunnel, je suis trop fière de moi parce que j'ai tout fait toute seule. Comme dirait Snoop Dogg, je me remercie d'avoir cru en moi. I want to thank me. I want to thank me for believing in me. Parce que à la fin de la journée, il faut se féliciter, il faut apprendre à valoriser tout le travail qu'on a fait, l'acharnement,
En plus, il y a plein de choses que je dis pas forcément sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas été simple du tout. Et je remercie Dieu, littéralement. Je remercie Dieu et je me remercie d'avoir cru que je pouvais le faire. Et je remercie Dieu parce que je l'ai fait. Je suis trop contente. Peu importe ce que vous réussissez dans la vie, soyez toujours fiers de vous parce qu'on n'a rien sans rien. Enfin, le premier courriel, de résidence permanente, donc c'est ce fameux courriel qui vous demande où est-ce que vous êtes actuellement, ça vous demande de reconfirmer votre adresse, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel, ça vous demande plein de choses comme ça. Et normalement à ce stade, vous êtes quasiment sûr à 100% d'avoir votre résidence permanente. Ensuite, le 24 janvier 2025, j'ai reçu le portail d'accès à la résidence permanente. Donc ça, c'est le portail qui vous donne la possibilité d'entrer une nouvelle fois votre adresse et de mettre votre photo qui va servir de photo de carte de résidence permanente. Donc là, tu sais que tu as ta résidence permanente. Excusez ma tête, mais je suis trop contente. Je vais vous faire le petit follow-up. Donc, le 21 janvier 2025, nous avons reçu le premier mail de confirmation de résidence permanente aux alentours de 15h40. Là, j'ai répondu très tard le soir, aux alentours de 21h, parce que n'oubliez pas que moi, mon conjoint, il n'est pas au Canada actuellement. Donc, c'est un processus qui est différent. Donc, faut pas faire n'importe quoi. La bonne nouvelle, c'est que le 22 janvier 2025, donc aujourd'hui, il est 10h28 et on a reçu le deuxième mail, donc en moins de 24 heures, c'est incroyable. Donc le deuxième mail, ça nous permet de créer notre espace, de mettre nos photos, etc. Je suis trop contente. Et voilà, comme le processus d'immigration prend énormément de temps en ce moment, c'est en avril 2025 que nous sommes devenus officiellement résidents permanents du Canada, parce que c'est là qu'on a reçu le Golden Mail. Donc c'est le courriel que tu reçois ou te disant félicitations, vous êtes enfin résident permanente. Je suis officiellement résidente permanente. C'est incroyable, je suis choquée. Ça se voit que je suis fatiguée, ça se voit que le processus m'a fatiguée là. Je suis très heureuse, je remercie Dieu, genre vraiment. Mais je suis éclatée, je peux même pas profiter tellement je suis fatiguée. Et le processus en fait m'a tellement fatiguée l'esprit que là, je suis contente, mais je réalise pas encore. Je suis trop KO pour réaliser. Là, je pense qu'il faut que je dorme. Et donc là, le chapitre immigration se ferme officiellement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on est officiellement résident permanent depuis le mois d'avril 2024. J'ai effectué énormément d'erreurs dans ma première demande d'immigration que j'ai pu corriger dans la deuxième demande, même si j'estime que ma première demande elle a été refusée injustement. Ensuite, ce que je voulais aussi vous expliquer, c'est que il faut blinder votre dossier de résidence permanente avec tout et n'importe quoi comme document, avec énormément de lettres explicatives. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup de stratégies que je vais pas forcément dire sur les réseaux sociaux parce que ça dépend que de moi, ma demande personnelle, donc je pense pas que ça va forcément vous aider. Après, si ça vous intéresse de savoir quels sont les documents en plus que j'ai ajoutés dans ma deuxième demande d'immigration, je vais vous faire une autre vidéo sur ça. Et voilà. Ce que je voulais aussi dire dans cette vidéo, c'est que la résidence permanente nous a coûté énormément d'argent. Vraiment, c'est extrêmement cher quand je prends en compte tout le processus, etc. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Je vais vous faire une vidéo sur le prix exact qu'on a payé pour la résidence permanente. Et voilà. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Elle est extrêmement longue. Je voulais rentrer dans des détails, mais finalement, si je veux vraiment rentrer dans les détails de mon dossier d'immigration, donc mon dossier de résidence permanente, je sais que cette vidéo va durer plus d'1 heure, tellement il y a de choses à dire. Et puis je sais pas aussi si ça vous intéresse de savoir réellement quels sont les documents que j'ai inclus, oh my god. Et puis je sais pas aussi si ça vous intéresse réellement de savoir quelles sont la différence de documents que j'ai pu apporter dans ma deuxième demande qui m'a donné cette chance d'avoir la résidence permanente. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse pas? Dites-moi tout en commentaire. Mais voilà, cette vidéo c'est vraiment pour vous encourager si vous êtes dans un processus d'immigration, etc. Je sais que c'est compliqué en ce moment, je sais que les nouvelles restrictions ça permet à IRCC de
refuser le plus de demandes malheureusement, donc accrochez-vous. Vous pouvez toujours m'envoyer des mails, je réponds pas forcément à tous les mails parce que je vois pas forcément tous les mails, mais si vous avez des demandes ou si vous êtes en processus de résidence permanente actuellement, gratuitement, je peux potentiellement vous donner des petits conseils si vous avez des petites interrogations. Et voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.